On poursuit dans cette vidéo la leçon sur l'oxydoréduction en chimie organique et dans le paragraphe grand 3, on va parler des oxydations d'alcène. On va voir deux types d'oxydation et la première, c'est ce qu'on appelle une syne d'hydroxydation. Il s'agit d'une oxydation ménagée. Oxydation ménagée, je vous rappelle, ça signifie que la liaison sigma, celle entre les carbones fonctionnels présents initialement dans l'alcène, ne va pas être rompue. Avant de passer sur la description de la réaction, un petit point en ce qui concerne le vocabulaire qu'on va utiliser ici. Lorsqu'on fait une addition sur un alcène, eh bien, on commence par s'intéresser à la géométrie de cet alcène. Il est localement plan au voisinage de la double liaison carbone-carbone. Ça, on peut le justifier à l'aide de la théorie des SEPR, puisque chacun de ces deux atomes engagés dans la double liaison est trigonal plan. J'ai choisi ici de prendre des notations très génériques avec des groupements substituants que j'ai notés de R1 jusqu'à R4. Lorsque un composé fictif, encore une fois avec des notations génériques AB, va s'additionner sur la double liaison carbone-carbone, eh bien, suivant la position des fragments A et B à l'état final, on dira que l'addition est syne ou alors anti. On va regarder dans un premier temps ce qui va nous intéresser dans ce paragraphe, l'addition syne. Eh bien, on va reprendre dans un premier temps pour écrire les produits la position de la double liaison carbone-carbone. Et les fragments A et B peuvent être soit tous les deux orientés vers le haut, soit tous les deux orientés vers le bas. Alors là, j'ai choisi de mettre A à gauche et B à droite. En réalité, on aurait pu imaginer écrire l'inverse. Évidemment, si on fait une addition, les carbones initialement trigonaux plans vont devenir des carbones tétraédriques, et donc il faut rajouter maintenant les groupements de R1 à R4. Bien ici, on va regarder d'abord le carbone de gauche. R1 est à l'arrière, R2 à l'avant. Donc sur ce produit-là, je vais faire la même chose. R1 à l'arrière, R2 à l'avant. Et sur le carbone de droite, c'est R3 à l'arrière et R4 à l'avant. On peut faire le même travail pour l'autre produit. Donc ça, ce sont deux produits qu'on peut obtenir. Je vais donc rajouter le symbole T entre les deux. Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont les positions des liaisons carbone A et carbone B qui sont qualifiées de syne. On dit aussi parfois syne périplanaire. A contrario, si l'addition du composé AB ne s'effectue pas en syne mais en anti, on va regarder ce que j'ai mis ici sur le bas, eh bien ça veut dire qu'à l'état final, dans les produits, les liaisons carbone A et carbone B vont être de part et d'autre de la double liaison carbone-carbone initiale. Donc on peut avoir à nouveau deux produits. Je choisis encore une fois arbitrairement de fixer A sur la gauche et B sur la droite. Et pour avoir une addition anti, on peut mettre A et B de cette façon, ou alors placer A en bas, B en haut. Comme tout à l'heure, les carbones obtenus dans les produits ont pour géométrie un tétraèdre, donc du coup, il faut continuer en plaçant les groupements R1, R2, R3 et R4. Et comme précédemment, on peut voir ici du coup que les fragments liaison carbone A et liaison carbone B, eh bien, ne sont pas en syne périplanaire, mais en anti-périplanaire, un vocabulaire qu'on avait déjà introduit au moment de la description du mécanisme E2.
Ok, maintenant que ces définitions ont été posées, on va pouvoir passer à l'écriture de la réaction qui va nous intéresser. Pour présenter la réaction de Syn d'hydroxylation, j'ai choisi de travailler avec l'alcène suivant. Lorsqu'on fait une Syn d'hydroxylation, en vertu de ce qu'on a dit précédemment, on sait déjà où vont se placer les deux groupements qu'on avait appelés juste avant, A et B. Étant donné qu'on parle de dihydroxylation, ça veut dire qu'on va mettre deux fragments hydroxyle. Le fragment hydroxyle, OH. Alors, avant de passer au réactif qu'on va placer au niveau de la flèche, on va déjà essayer d'écrire les deux produits qu'on peut former en tenant compte du fait que l'addition se fait de façon syn-périplanaire. On va pouvoir fixer les deux groupements OH soit tous les deux vers le haut, et l'autre possibilité, c'est de les fixer tous les deux vers le bas. Lorsqu'on a fait ça, il faut ensuite préciser la position des autres fragments substituants. Alors là, vous voyez que j'ai mis l'alcène dans le plan du tableau. Je pourrais très bien imaginer le ramener dans le plan perpendiculaire, comme ce qu'on avait fait tout à l'heure. Et donc là, ici, on aurait les deux méthyles vers l'avant et les deux hydrogènes vers l'arrière pour chacun des deux produits. On prend un instant pour bien visualiser que les fragments OH hydroxyle donc, qui ont été additionnés au niveau de la double liaison sont bien en position syn. On peut aussi vérifier que c'est bien une réaction d'addition, puisque initialement dans le substrat, on a une insaturation, la double liaison carbone-carbone, et du côté des produits, il n'y a plus d'insaturation. En ce qui concerne maintenant le réactif qui va être utilisé, c'est un réactif assez caractéristique. Il s'agit du tétraoxyde d'osmium, OSO4, auquel on va adjoindre une autre entité qu'on appelle un co-oxydant ou un réoxydant. Et on va donner bien évidemment plus d'informations sur ces deux réactifs dans un instant. La première chose à savoir concernant le tétraoxyde d'osmium, c'est qu'il va être introduit en quantité catalytique, globalement aux alentours de 1 mol pour 100 mol de substrat, donc on en met 1% molaire, et le co-oxydant, lui, il en faut au moins un équivalent, c'est-à-dire on doit mettre autant de co-oxydant que ce qu'on a mis de substrat. Alors, donnons plus d'informations maintenant sur ces deux réactifs qu'on a ajoutés sur la flèche. Tout d'abord, le tétraoxyde d'osmium, OSO4. C'est un composé qui contient donc de l'osmium, qui est un métal de transition. Il faut savoir que c'est un composé qui est très toxique et aussi très coûteux. Pour ces deux raisons, il faut développer un procédé qui va utiliser une quantité infiniment faible, la plus faible possible, de OSO4. Et donc, on va développer ici l'explication du processus dans lequel OSO4 va être l'espèce qui oxyde l'alcène et qui est régénérée au cours du mécanisme. En d'autres termes, OSO4 va être ici une espèce qui va avoir le rôle de catalyseur. En ce qui concerne l'espèce qu'on a appelée le co-oxydant,
la première chose à bien comprendre, c'est qu'il ne va pas réagir directement avec le substrat, mais uniquement avec la forme réduite du tétraoxyde d'osmium. Et concernant cette espèce chimique, que j'ai appelée la forme réduite de OSO4, il s'agit de l'espèce OS, O2, OH, deux fois. Alors, on va donner maintenant des exemples de co-oxydants qui peuvent être fréquemment utilisés pour cette réaction. Alors, concernant cette liste, on va donner trois exemples qui sont les plus utilisés. Le premier, c'est l'hydroperoxyde de tertiobutyle. Hydroperoxyde de tertiobutyle, c'est un nom courant, ça n'est pas son nom en nomenclature systématique. C'est un composé qui a cette structure-là. On va noter TBU, OH, et le réducteur associé, ce sera le tertiobutanol TBU, OH. Pour ceux qui auraient oublié, le fragment tertiobutyle, c'est le fragment CH3, 3 fois sur le même atome de carbone. Autre oxydant qu'on peut utiliser, l'oxyde de N-méthylmorpholine, qu'on va abréger souvent par NMO. Alors, cet oxyde-là, il a cette structure. C'est un cycle à 6 chaînons qui contient de façon diamétralement opposée un oxygène et un azote. Sur l'atome d'azote se trouve un fragment méthyle et également un oxygène chargé négativement, l'azote étant lui chargé positivement. Donc ce type de composé où on a N plus tétravalent et O-, c'est ça qu'on appelle les oxydes d'azote. Et le réducteur associé, eh bien c'est la N-méthylmorpholine, comme ceci. Pour finir, le dernier composé qu'on peut utiliser, c'est un composé inorganique du fer, un complexe, c'est le ferricyanure de potassium. Encore une fois ici, ferricyanure, c'est le nom systématique. En nomenclature des complexes, on l'appellerait le l'ion hexacyanoferrate 3. Il a pour formule FeCN 6 fois 3-, et le réducteur associé FeCN 6 fois 4-. Dans ces deux espèces, c'est le fer pour lequel le nombre d'oxydation va varier. Dans l'oxydant, le nombre d'oxydation du fer, il est ici à plus 3, et dans le réducteur, il va être à plus 2. Donc ne vous trompez pas, là ici à chaque fois j'ai mis la barre de slash, c'est-à-dire que ce sont des couples oxydant-réducteur, on peut le rajouter à chaque fois ici, forme oxydée et réduite. Même chose là, oxydant, réducteur, et ici c'est la même chose, oxydant et réducteur. Et donc, maintenant qu'on a vu la façon dont se passe la réaction, on a vu les réactifs caractéristiques à utiliser, on va maintenant s'intéresser à la description mécanistique des actes élémentaires qui ont lieu. Là ici, vous allez voir que ce n'est pas un mécanisme réactionnel au sens où on les a déjà vus. On va écrire pour la première fois ce qu'on appelle un cycle catalytique. La première chose à comprendre pour bien suivre ce qui se passe, c'est que dans un cycle catalytique, l'élément qui va retenir notre attention, c'est le métal. En l'occurrence ici, tout va tourner autour de l'osmium. Donc évidemment, puisque c'est un cycle catalytique, on va ici écrire une espèce de boucle, un cercle, dans lequel vont intervenir les différentes espèces. La première de ces espèces,
de l'osmium, eh bien c'est lorsqu'il est introduit sous sa forme OSO4, et donc on va commencer par écrire celle-ci. Voici le schéma de Lewis de OSO4, et lorsque cet oxydant est mis en présence d'un alcène, il va pouvoir y avoir une réaction particulière qu'on appelle une cycloaddition, c'est-à-dire à la fois une addition, donc diminution du nombre de la saturation, mais avec en plus formation d'un cycle. Pour montrer qu'il y a une réaction, on va commencer par dessiner une flèche courbe qui va être le début du cercle, et pour préciser qu'un alcène entre à l'intérieur du cycle catalytique, on va mettre comme ceci une petite portion de flèche qui montre que ce composé va réagir avec celui qu'on va écrire ici. Je vais reprendre l'alcène de tout à l'heure. Lorsque ces deux espèces réagissent, tout se passe comme si le tétraoxyde d'osmium venait se clipper au-dessus de la double liaison carbone-carbone. Le produit, on va l'écrire de cette façon. Donc voici le produit auquel on aboutit, et évidemment, il est possible d'écrire l'autre produit pour lequel le tétraoxyde d'osmium serait venu se fixer en dessous de la double liaison carbone-carbone. En l'occurrence, ces deux produits sont énantiomères. Je ne vais pas réécrire le deuxième, je vais juste marquer ici et énantiomère. Arrivé à cette étape, eh bien, pour arriver à former le diol, il va falloir réaliser une hydrolyse. Donc maintenant, il va falloir faire intervenir dans le cycle des molécules d'eau. Et on va faire intervenir deux molécules d'eau. Elles vont avoir pour but de se comporter comme un ciseau moléculaire, hein, c'est le but d'une hydrolyse, coupure de liaison par l'eau, et elles vont intervenir ici et là. Donc là, ces petites flèches rouges que je rajoute, c'est pour montrer des liaisons qui sont rompues au cours de l'hydrolyse. On va donc aboutir à ce diol. Et évidemment, on peut aussi avoir son énantiomère, donc on le rajoute. Plus l'espèce de l'osmium qui est issue du fragment du haut. La voici. Arrivé là, eh bien, le diol qui est formé, c'est le produit qu'on souhaite, très bien. Par contre, l'osmium sous cette forme-là n'est plus réactif. En tout cas, plus suffisamment pour réagir avec un nouvel alcène. Il va falloir passer de cette forme non réactive vers celle-ci. Et si on s'intéresse un instant au nombre d'oxydation de l'élément osmium, je vais l'écrire en vert ici, et on va le préciser à l'intérieur de tout le cycle catalytique. Initialement, dans OSO4, il va être à plus 8. Dans ce composé de cycloaddition, eh bien, il va être au nombre d'oxydation plus 6. Dans cette espèce-là, il est encore une fois au nombre d'oxydation plus 6. Et donc, si on fait un bilan de la dernière flèche, il faut passer du nombre d'oxydation 6 vers le nombre d'oxydation 8. Il faut donc oxyder l'élément osmium, et pour ça, on va faire intervenir le cooxydant. Alors, le cooxydant, il va à la fois entrer dans le cycle catalytique sous sa forme oxydée. Alors, par exemple, j'ai choisi ici d'utiliser l'oxyde de N-méthylmorpholine.
et il va sortir instantanément du cycle catalytique sous sa forme réduite. Donc lorsque on passe de l'oxyde de N-méthylmorpholine à la N-méthylmorpholine, il s'agit ici d'une réduction, et donc parallèlement, c'est bien une oxydation de cette espèce de l'osmium vers OSO4 qui a lieu. Pour finir, on va ajouter les noms des différentes transformations. Donc on a dit que la première, c'était ici la cycloaddition, avec diminution du nombre d'insaturations et apparition d'un cycle. L'étape suivante, eh bien, c'est une étape d'hydrolyse. Et enfin, la troisième étape, c'est la réoxydation de l'espèce OSO2OH deux fois vers OSO4. Avant de passer à la suite, concernant ce type de mécanisme, là, les cycles catalytiques, là ici c'est un premier exemple que je vous donne en première année, mais vous verrez que l'année prochaine, vous aurez de nombreux cycles catalytiques à écrire, et à chaque fois le principe sera le même. On va se baser, porter notre attention sur le métal, qui sera vraiment l'élément central. Avant de passer au paragraphe suivant, j'aimerais qu'on fasse juste un tout petit point sur l'étape de réoxydation. Là, ici, ce qu'on va faire, c'est simplement écrire les demi-équations électroniques montrant qu'il suffit d'une seule molécule d'oxyde de N-méthylmorpholine pour passer de la forme réduite de OSO4 vers la forme OSO4. Pour ça, demi-équation électronique, on écrit l'oxydant et le réducteur de part et d'autre du signe égal. Donc là, ici, je vais écrire l'oxyde de N-méthylmorpholine. Et à droite, la N-méthylmorpholine. On équilibre l'élément principal, autre que O et H. Bon, là, ici, c'est bon pour ces éléments-là. On équilibre les oxygènes avec H2O. On équilibre les hydrogènes avec DH+, et les charges avec des électrons. Donc, une molécule d'oxyde de N-méthylmorpholine est capable de libérer 2 électrons. Est capable de capter 2 électrons. Parallèlement, on démarre de l'espèce OSO2OH deux fois, et on souhaite former le tétraoxyde d'osmium. On équilibre l'élément osmium, là c'est bon, on équilibre les oxygènes avec des molécules d'eau, les hydrogènes avec DH+, et les charges avec des électrons. Et on s'aperçoit que on avait utilisation de 2 électrons dans la première demi-équation électronique, libération de 2 électrons dans l'autre demi-équation électronique. Donc au final, on voit bien qu'il suffit d'une seule molécule d'oxyde de N-méthylmorpholine pour transformer ce composé-là, OSO2OH deux fois, vers OSO4. Avant de passer au paragraphe suivant, j'ai pensé à un petit truc à ajouter pour élargir un petit peu vos connaissances sur justement le cycle catalytique. 2 grandeurs qui sont assez fréquemment utiles pour, enfin assez fréquemment données et toujours très utiles pour caractériser un cycle catalytique. Ce sont le TON et le TOF. Alors TON, c'est pour l'anglais turnover number, c'est-à-dire le nombre de cycles catalytiques que une entité de catalyseur peut faire en moyenne. Ça va nous donner une idée de la durée de vie du catalyseur à l'intérieur du système réactionnel. Ça va nous permettre du coup d'ajuster la quantité de catalyseurs introduite initialement. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans notre description du cycle catalytique, on imagine que OSO4 ne peut être que régénéré. Mais en réalité, il peut exister des réactions parasites qu'on n'a pas évoquées ici, qui peuvent le détruire, et ce, de façon irréversible. C'est ces réactions parasites qui vont être évaluées grâce au TON. Le turnover frequency, TOF, c'est plutôt une grandeur qui va nous permettre de savoir si l'activité catalytique est très rapide ou pas. Ça correspond au nombre de cycles catalytiques qui vont être réalisés par unité de temps. Vu que c'est un nombre par unité de temps, c'est homogène à un temps puissance -1, c'est donc bien homogène à une fréquence.
Dans le paragraphe suivant, petit c, on va maintenant parler de sélectivité de la réaction de Syn d'hydroxylation. Donc je vous propose ici 3 exemples qui nous permettront de mieux comprendre les subtilités de cette réaction. Tout d'abord, si on démarre d'un alcène, comme le cyclohexène, et qu'on le met dans des conditions permettant la Syn d'hydroxylation, vous reconnaissez ici le tétraoxyde d'osmium, TBU-O2H, l'hydroperoxyde de tertiobutyle qui va jouer le rôle de cooxydant, le tertiobutanol va jouer ici le rôle de solvant, eh bien on peut former deux produits de synaddition, soit les deux fragments OH se mettent tous les deux vers l'avant, soit vers l'arrière. En réalité, ces deux dessins correspondent à la même molécule. Ce qui signifie que pour ce premier exemple, on a un seul et unique produit qui va être formé. Et ce qu'il est intéressant de retenir, c'est que ce produit a une stéréochimie particulière. Il est syn, et donc on retient dans un premier temps qu'il s'agit d'une synaddition. Pour le deuxième exemple, on va voir l'influence de l'encombrement stérique au voisinage de la double liaison carbone-carbone. Là ici, le cyclohexane, on peut le considérer comme en moyenne plan. Et par rapport au plan moyen du cycle, on va avoir deux fragments très volumineux, les tertiobutiles, qui sont ici représentés pointant vers nous, donc pointant vers l'avant. Ça veut donc dire que les deux phases du cyclohexane ne sont pas équivalentes en termes d'encombrement stérique. Là ici, on peut analyser que la face avant, celle proche de notre œil, va être plus encombrée que la face arrière. Ça veut donc dire que lors du mécanisme, le tétraoxyde d'osmium, eh bien, lorsqu'il doit approcher de la double liaison, il a le choix entre soit approcher par la face avant encombrée, il va y avoir des interactions stériques défavorables, ou alors approcher par la face arrière qui n'est pas encombrée, qui va du coup limiter ces interactions stériques. Les deux produits qu'on va obtenir, eh bien, je les ai notés ici et là. On remarque dans l'un comme dans l'autre que les deux OH sont soit tous les deux vers l'avant, soit tous les deux vers l'arrière. Dans un cas comme dans l'autre, c'est une addition syn. Et si on devait trouver le produit majoritaire, eh bien, en vertu de ce que je viens de dire, l'approche par la face avant va être défavorisée par la présence des fragments tertiobutiles volumineux. Donc le produit de gauche va être minoritaire, alors que celui de droite va être majoritaire. Le tétraoxyde d'osmium se fixe par la face arrière, et puisqu'il approche par l'arrière, les liaisons OH qu'on a à la fin sont elles aussi orientées vers l'arrière. Ce qu'on peut retenir de ce deuxième exemple, c'est que les groupements hydroxyles vont se fixer majoritairement sur la face la moins encombrée. Le troisième exemple, eh bien, vous voyez que j'ai abandonné les notations avant et arrière des liaisons. C'est donc pas la stéréochimie qui nous intéresse ici, mais plutôt l'aspect chimiosélectivité. Vous voyez que dans le réactif, on a deux fonctions, une fonction alcène et une fonction alcyne. Au passage, faites attention quand vous écrivez l'alcyne, il doit y avoir alignement des liaisons puisque les carbones engagés dans un alcyne sont AX2E0 selon VSEPR. Donc là, ici, on a deux fonctions chimiques qui se ressemblent et qui pourraient éventuellement réagir toutes les deux par la réaction de Syn dihydroxylation. Vous voyez qu'on met le tétraoxyde d'osmium avec comme cooxydant cette fois-ci l'oxyde de N-méthylmorpholine. Les produits auxquels on va aboutir, eh bien on a le diol avec les deux fragments OH qui sont portés par des carbones voisins, avec un rendement de 65%, avec évidemment soit tous les deux vers l'avant, soit tous les deux vers l'arrière. Et on s'aperçoit que, il n'y a pas de réaction majoritaire sur l'alcyne. Donc là, ici, on a une certaine chimiosélectivité de la transformation.
On en a donc terminé avec cette première réaction d'oxydation des alcènes et on passe maintenant à la coupure oxydante des alcènes. Donc là, ce n'est plus un processus ménager, c'est une oxydation qui va être poussée. Donc oxydation poussée, en d'autres termes, je vous l'ai réécrit ici, ces coupures oxydantes, ce que j'abrégerai dans la suite par CO, constitue une rupture à la fois des liaisons pi et également sigma de la double liaison CC. Je vous rappelle que dans une double liaison carbone-carbone, l'une des deux liaisons est une liaison sigma, l'autre est une liaison pi. En ce qui concerne le type de transformation qui va se produire, pour l'instant on va regarder la coupure oxydante sous un aspect général et on donnera ensuite les réactifs permettant de faire cette transformation. J'ai choisi un alcène trisubstitué avec ici les fragments R1, R2 et R3 qui sont différents de l'atome d'hydrogène. Lorsqu'on réalise la coupure oxydante, donc là je note ça de façon générale CO sur la flèche, tout se passe comme s'il y avait un coup de ciseau qui allait couper la double liaison carbone-carbone. Ce coup de ciseau, voilà comment je le représente, et on a ici rupture à la fois des liaisons sigma et pi. On va donc avoir comme produit deux types de fragments. Le fragment de gauche, tout d'abord, eh bien on va mettre R1, C, R2. Et concernant ce qui se passe sur la droite du carbone, vous voyez qu'on a ici une demi-double liaison. On va la conserver et on va la faire s'associer à un atome d'oxygène. On repère donc que par coupure oxydante, on va former ici une cétone. On peut également s'intéresser au fragment qui est à droite, dans le sens. Et une fois qu'on a fait la coupure, un atome d'oxygène est venu donc s'insérer dans la double liaison carbone-carbone et on repère qu'on forme ici un aldéhyde. Dans le paragraphe grand 2, quand on avait parlé des cétones et des aldéhydes, je vous avais dit qu'une cétone c'était difficile à oxyder. On l'avait qualifié d'inoxydable dans les conditions ménagères. Donc là ici, pas de suroxydation. Pas de suroxydation, ça signifie qu'une fois que l'acétone s'est formée, eh bien, il ne lui arrive rien d'autre. Elle va rester dans cet état. En revanche, les aldéhydes, dans des conditions oxydantes, peuvent être transformés en acide carboxylique. Et on va donc montrer que, suivant les conditions opératoires, une coupure oxydante, et suivant aussi la nature du substrat, pourra mener soit à des cétones et des aldéhydes, ou alors à des cétones et des acides carboxyliques. La première réaction qu'on va étudier pour analyser la coupure oxydante d'un alcène, c'est une transformation qu'on appelle l'ozonolyse. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette ozonolyse, ce n'est pas vraiment la réaction qui est demandée dans le cadre du programme, elle va juste nous donner une base historique et un élément de comparaison d'une réaction un petit peu mieux. Ça nous permettra de comprendre pourquoi est-ce que cette transformation est préférable. Donc là, dans un premier temps, d'abord ozonolyse, c'est un terme qui signifie lyse, il s'agit d'une coupure, et ozone, par la molécule d'ozone, qui a pour formule chimique O3. Ozone, ça vient du grec oséine, qui signifie sentir, et c'est une molécule qui a une odeur caractéristique. Lorsqu'on souhaite fabriquer de l'ozone, je vous ai mis là ici un petit paragraphe pour expliquer comment est-ce qu'on fait. On prend un flux de dioxygène sec, on le passe entre les plaques d'un condensateur et grâce au voltage élevé imposé entre les armatures du condensateur, on peut transformer O2 en O3 par processus d'oxydoréduction. Ce même type de processus peut avoir lieu dans certains appareils électroniques, notamment au voisinage de certains photocopieurs. Donc si vous avez déjà utilisé un gros photocopieur, il y a une odeur un peu bizarre, spécifique, qui est toujours présente, c'est l'odeur de l'ozone. C'est pour ça qu'il faut toujours ouvrir les fenêtres, puisque, comme on va le voir dans un instant, l'ozone, il appartient au couple O3 gazeux, O2 gazeux, c'est un couple oxydant-réducteur,
Et le potentiel standard mesuré à pH égale 0 et 298 kelvin pour ce couple vaut 2,07. Ça fait donc de l'ozone un oxydant très puissant. En ce qui concerne cette molécule, souvenez-vous aussi de sa représentation de Lewis. Elle n'est pas cyclique. On peut associer à la molécule d'ozone 3 schémas de Lewis, qui sont des formules mésomères. On place un atome central, 2 atomes d'oxygène périphériques, et on peut mettre à gauche une double liaison. L'oxygène de gauche n'a alors pas de charge formelle. Celui de droite, on va lui mettre 3 doublés non-liants, il est chargé moins. Et en calculant le nombre total d'électrons de valence, on s'aperçoit qu'il nous reste une paire électronique à placer. On la met sur l'atome central qui fait 3 liaisons, qui va donc être chargée positivement. Cette répartition des électrons, on peut l'intervertir par symétrie gauche-droite. Ça nous donne du coup la deuxième représentation mésomère. On peut également expliquer le passage de l'une à l'autre à l'aide des enchaînements caractéristiques de la mésomérie, l'enchaînement N, sigma, pi. Et enfin, une troisième formule mésomère, un peu moins probable que les deux précédentes, mais qui permet de comprendre un aspect de la réactivité de cette molécule. Voici la troisième formule. Pour la retrouver, on utilise l'enchaînement pi O+. Un oxygène O+ est très électronégatif, il peut récupérer les électrons d'une liaison pi, et on obtiendra alors cette représentation. Là ici, évidemment, on pourrait aussi avoir l'oxygène de gauche, porteur de la lacune et chargé positivement, et l'oxygène de droite, porteur des 3 doublés non-liants, chargé négativement. Une remarque concernant cette dernière représentation, celle de droite, on s'aperçoit que si on numérote les atomes d'oxygène, O1, O2 et O3, eh bien, il y a 2 charges électriques, moins et plus. Cette molécule est donc un dipôle électrique porté par des atomes 1 et 3, donc on appellera ça un dipôle 1,3. Concernant maintenant le montage, un petit aspect expérimental. Lorsqu'on manipule avec de l'ozone à l'état gazeux, il faudra utiliser impérativement un flacon de garde et au moins un flacon laveur. On avait déjà parlé de ce type de flacon dans une autre leçon. On va voir ici comment est-ce qu'on les utilise. Alors, lorsqu'on fait la réaction, la première chose à savoir, c'est que on va travailler en général à température basse, très basse, aux alentours de moins 76 degrés Celsius, avec le mélange carboglace-acétone. Donc là ici je ne l'ai pas représenté, mais je peux l'ajouter. On va avoir ici le ballon avec le bain froid dans lequel il trempe. À l'intérieur du ballon, on va mettre l'alcène, qui est notre composé réactif, plus un solvant dans lequel il va être dissous. L'ozoniseur va nous envoyer par la gauche, je ne l'ai pas représenté ici, j'ai juste mis le flux d'ozone O3 qui rentre dans le ballon. Alors si on veut que le flux réagisse efficacement avec la solution, il faut en plus rajouter un petit tuyau qui va venir ici à l'intérieur du liquide et faire des bulles pour mettre en contact la phase gazeuse et la phase liquide. Lorsque le barbotage a lieu, eh bien peut-être qu'une partie du gaz sortant contient encore de l'ozone. Et comme on l'a dit tout à l'heure, puisque l'ozone est un gaz très oxydant, ce flux d'ozone est potentiellement très dangereux. Si on ne met pas les flacons de sécurité à la sortie, eh bien de l'ozone est libéré dans la pièce et ça peut poser des problèmes. Donc là ici, ça, c'est la partie qui pose problème. Le premier flacon représenté ici, c'est le flacon de garde. Il va éviter d'avoir des reflux de liquide à l'intérieur du ballon. Dans le deuxième flacon, qui est le flacon laveur, alors là ici j'en ai représenté un seul, mais on peut en mettre plusieurs, donc on peut les multiplier pour plus de sécurité. On va placer à l'intérieur une solution aqueuse
qui contient une espèce capable de détruire l'ozone. Et puisqu'il s'agit d'un oxydant, l'ozone, eh bien l'espèce à introduire, ce sera un réducteur. En l'occurrence, on va prendre une solution concentrée d'iodure de potassium qu'on va aciduler, c'est-à-dire dans laquelle on va mettre une concentration relativement modérée de H+, et de cette façon, on pourra avoir les transformations suivantes. Les ions iodures, on sait qu'ils peuvent se transformer en diode. Pour ça, eh bien, il va falloir qu'ils libèrent 2 électrons et il va falloir prendre 2 ions iodures. Parallèlement, l'ozone O3 peut être réduit en dioxygène. On équilibre l'élément principal, on équilibre les oxygènes avec H2O, on équilibre les H avec des H+, et les charges avec des électrons. On s'aperçoit donc qu'à chaque fois qu'une molécule d'ozone est détruite, il y a consommation de 2 ions I- et formation d'une molécule de dioxygène qui ne pose pas de problème au niveau de la sécurité et d'une molécule de diode qui va être dissoute à l'intérieur du piège du flacon laveur. De cette façon, on peut comme ça se protéger du gaz O3. En ce qui concerne la réaction étudiée, le mécanisme n'est pas à connaître. Je vais juste ici vous détailler l'intérêt d'écrire la structure de l'ozone 1,3 dipolaire. On va prendre un exemple particulier de réaction pour illustrer la coupure oxydante par l'ozone. J'ai choisi cet alcène et lorsque l'addition de l'ozone a lieu, eh bien, comme précédemment, c'est une cycloaddition qui se déroule. La molécule d'ozone peut venir se fixer soit vers le haut par rapport au plan représenté, soit vers le bas. Là ici, je vais choisir de le représenter vers le haut. J'ai pris la formule 1,3 dipolaire pour mettre en évidence que cet oxygène-là, à droite, a un caractère électrodéficient. L'alcène, lui, avec ses 4 électrons entre les atomes de carbone, eh bien, c'est une entité qui est plutôt riche en électrons. Et donc, la double liaison pi va venir combler la lacune électronique de l'oxygène de droite. Par conséquent, il va y avoir ici, entre le carbone de droite et l'oxygène de droite, formation d'une liaison simple. Et réciproquement, il va y avoir formation d'une autre liaison simple entre le carbone de gauche et l'oxygène de gauche. Au cours de ce processus, on va former un composé qui est non isolable. C'est parce qu'il est non isolable qu'on va le mettre ici entre crochets. Il aura cette structure. Donc méthyle et éthyle à l'avant. De l'autre côté, à droite, le méthyle est aussi présent mais à l'arrière. Et on va former ici un cycle à 5 chaînons, dont 3 des chaînons sont des atomes d'oxygène. Et c'est parce qu'on a 3 atomes d'oxygène dans ce cycle qu'il est instable. Cette espèce-là, eh bien, c'est ce qu'on appelle un molosonide. Et parce qu'il est instable, il va spontanément se fragmenter. C'est au cours de cette fragmentation spontanée que la liaison sigma carbone-carbone présente initialement dans l'alcène va être rompue. En ce qui concerne la réaction, on va donc noter ici que l'étape, c'est une cycloaddition. On a aussi dit tout à l'heure que la température de cette réaction, c'était moins 76 degrés Celsius. Et même à cette température-là, la réaction est très rapide, puisque pour ce processus de formation du molosonide, l'énergie d'activation est extrêmement faible, aux alentours d'une vingtaine de kilojoules par mol. Et donc, concernant les fragments, on ne va pas détailler à quoi ils ressemblent, on va juste se souvenir qu'on obtient à la fin soit des aldéhydes et des cétones, ou alors des cétones et des acides carboxyliques. On va voir comment est-ce qu'on obtient l'un ou l'autre de ces deux couples, suivant les conditions opératoires de traitement des fragments.
Donc, une fois que le molosonide s'est fragmenté, ce qui arrive donc spontanément, on a deux types de traitements. Dans un premier temps, on parle d'ozonolyse réductrice si les fragments sont traités par un réducteur. Les réducteurs qui peuvent être utilisés, eh bien, ils sont au nombre de 4, je les ai listés ici. Le premier qu'on va voir, eh bien, c'est la triphénylphosphine avec pH qui correspond au fragment C6H5, le fragment benzyle. Pardon, pas benzyle, mais le fragment phényl. La triphénylphosphine, lorsqu'elle réagit avec les fragments issus du molosonide, elle va être oxydée et on va obtenir comme sous-produit de l'oxyde de triphénylphosphine, PH3, P double liaison O. C'est un produit qui est très stable, cette oxydation est donc facile à réaliser. En ce qui concerne le deuxième réducteur, c'est le diméthylsulfure. Lorsqu'il est oxydé, eh bien, il va devenir ce composé-là, avec formation d'une liaison double soufre-oxygène. Au passage, si vous avez les yeux bien ouverts, vous vous rendez compte qu'il s'agit nul autre que du DMSO, qu'on avait croisé dans la leçon sur les solvants. Lorsque l'acide acétique est utilisé avec le zinc, eh bien on va former comme produit de l'acétate de zinc, ZnOAc 2 fois. Et si on prend du dihydrogène comme réducteur en présence d'un catalyseur au palladium, sinon la réaction se fait trop lentement, on obtiendra comme sous-produit de l'eau. Et quel que soit le réducteur utilisé, à chaque fois, on obtiendra des aldéhydes et des cétones. Alors je vais mettre aldéhyde et ou cétones, ça dépendra de la nature du substrat. Si jamais les fragments issus du molosonide ne sont pas traités d'une de ces 4 façons, eh bien on va faire plutôt une ozonolyse oxydante. Dans ce cas-là, on rajoutera dans le milieu réactionnel du peroxyde d'hydrogène, H2O2, qui est l'oxydant du couple H2O2-H2O. De cette façon, on va former des cétones et des acides carboxyliques. Alors encore une fois, c'est et ou cétones, suivant la nature du substrat. Mais évidemment, si on ne forme que des cétones, on peut très bien s'arrêter sans faire de traitement oxydant ou réducteur, puisque les cétones sont, on obtiendra les mêmes produits qu'on passe par la voie oxydante ou réductrice. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'ozonolyse, je vous la donne pour information, pour votre culture générale, mais ce n'est pas sur l'ozonolyse qu'il faut faire un maximum d'efforts de mémorisation. C'est sur la coupure oxydante de Lemieux-Johnson que vous serez interrogé. Alors, cette coupure oxydante, c'est la coupure oxydante d'un alcène qui va se réaliser en 2 étapes. Le principe général, c'est le même. Cependant, les réactions vont être différentes. Dans un premier temps, l'alcène va subir une cyne d'hydroxydation pour former un diol 1,2, qu'on peut aussi appeler diol vicinal. Vicinal, c'est un adjectif qui dérive du mot voisin. Ça veut dire que les oxoalcools sont portés par des carbones voisins. Cette réaction de cyne d'hydroxydation, c'est exactement celle qu'on a traitée dans le paragraphe précédent. Une fois que le diol est formé, on peut utiliser un réactif spécifique pour le couper. Il s'agit de l'ion périodate de formule IO4-, je vous ai mis ici sa représentation de Lewis. Évidemment, lorsqu'on met des ions périodates, on ne met pas seulement cet ion, on utilisera par exemple du périodate de sodium ou de potassium, NaIO4 ou KIO4. Suivant les conditions opératoires, comme pour l'ozonolyse, on va pouvoir former soit des aldéhydes et ou des cétones, ou alors des acides carboxyliques et ou des cétones. Pour ça, il va falloir changer les conditions opératoires. Tout d'abord, si on fait l'oxydation de Lemieux-Johnson en conditions douces, ça signifie une concentration en ion périodate faible, une température de travail basse et une durée de réaction courte. Eh bien, dans ces cas-là, on ne va pas favoriser la suroxydation d'un aldéhyde en acide carboxylique. Ça veut dire qu'avec ces premières conditions-là, on va former des aldéhydes et ou des cétones. Au contraire, si on est un peu plus virulent et qu'on choisit
de travailler avec des conditions dures, eh bien on va prendre tout l'inverse de ce qu'on a dit précédemment. On va maintenant prendre des concentrations en périodates élevées, des températures élevées et des durées de réaction longues. Dans ces conditions-là, on pourra alors former des acides carboxyliques et des cétones. On va voir ce qu'il en est sur un exemple. Pour illustrer la coupure oxydant de Lemieux-Johnson, je vous propose de reprendre l'exemple de tout à l'heure avec le cyclohexène. Ce cyclohexène, on sait qu'on peut en faire la transformation en diol 1,2 avec les conditions qu'on avait vues, c'est-à-dire utilisation du tétraoxyde d'osmium en quantité catalytique et d'un co-oxydant, par exemple l'oxyde de N-méthylmorpholine, dont je vous redonne ici la structure. Lors de ce processus, on forme un diol vicinal là ici les deux carbones fonctionnels, si on les numérote 1, 2, on a bien ici un diol 1, 2. Une fois que ce diol 1, 2 est formé, eh bien, on peut en faire la coupure oxydante par Lemieux-Johnson. Et pour ça, eh bien, on a vu qu'on pouvait soit prendre des conditions douces ou alors des conditions dures. En conditions douces, c'est-à-dire avec une concentration en périodate suffisamment faible, durée courte et température basse. Donc là, je vais prendre comme réactif le périodate de sodium. On va former des aldéhydes en ayant la coupure qui se réalise au niveau de cette liaison entre les atomes de carbone engagés dans les fonctions alcool. On va donc avoir cette molécule avec deux fonctions aldéhydes qui va être formée. Si jamais on travaille dans des conditions dures, toujours avec le réactif NaIO4, mais qui va être cette fois plus concentré avec des températures de travail plus élevées et des temps de réaction plus longs, eh bien, on regarde le produit qu'on avait tout à l'heure, il y avait des aldéhydes, on les remplace par des fonctions acides carboxyliques. Et donc voici le produit auquel on peut aboutir dans les conditions dures. Au passage, ce composé-là, en chimie, il a un intérêt particulier. Il s'appelle l'acide adipique. Et c'est un composant qui intervient dans la synthèse d'un matériau polymère qui s'appelle le nylon. J'ai oublié de préciser le sous-produit qui va être formé. Lors de la coupure oxydante, les ions périodates, IO4-, vont se transformer et donner comme sous-produit des ions iodates, IO3-. Que ce soit en conditions oxydantes ou en conditions dures ou en conditions douces. Alors, pour terminer sur ces coupures oxydantes d'Alcène, on va faire un comparatif de l'ozonolyse d'une part et de la coupure oxydante de Lemieux-Johnson d'autre part. Alors, la liste que j'ai faite ici, elle n'est probablement pas exhaustive, mais elle nous permettra de conclure. Si jamais vous voyez d'autres points à ajouter, n'hésitez pas à les ajouter dans votre cours. Tout d'abord, en termes de nombre d'étapes, eh bien, on a vu que lorsqu'on fait une ozonolyse, on a d'abord action de l'ozone, puis traitement des fragments du molozonide. Donc 2 étapes pour le chimiste de synthèse. Lorsqu'on fait l'oxydation de Lemieux-Johnson, formation du diol vicinal, puis coupure oxydante, 2 étapes également. Ça veut donc dire que le nombre d'étapes n'est pas un critère de choix pour savoir laquelle de ces 2 transformations est la mieux. En ce qui concerne maintenant les températures de travail, pour l'ozonolyse, il faut travailler à moins 78 degrés Celsius. On a vu que ça nécessitait donc l'emploi de carboglace. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en chimie, il est toujours plus facile de chauffer que de refroidir.
pour plus facile et aussi moins coûteux. Donc là, ici, si on doit utiliser de la carboglace, ça va coûter relativement cher et il va falloir apporter cette carboglace. C'est tout un ensemble de manipulations supplémentaires à faire, alors que pour le Mew Johnson, on travaille soit à température ambiante, et dans ce cas-là, pas de problème, soit on chauffe. Et c'est le réacteur lui-même qui va être chauffé. Il n'y a pas de manipulation supplémentaire à faire. En plus, chauffer coûte moins cher que produire un agent refroidissant. Donc là, ici, on a quelque chose qui est moins coûteux pour le Mew Johnson, et il y a également une manipulation en moins, vu qu'on ne doit pas apporter la carboglace. Donc là, on fait pencher la balance vers le Mew Johnson. En ce qui concerne les réactifs utilisés, eh bien, pour l'ozonolyse, on utilise l'ozone O3. C'est un composé qui est toxique et surtout, il est à l'état gazeux. Ça veut donc dire que si vous avez un jour, dans une installation industrielle qui utilise de grandes quantités, une fuite de gaz O3, eh bien, vous risquez d'avoir un accident industriel avec potentiellement beaucoup de morts qui auraient respiré ce gaz problématique. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très limitant. En ce qui concerne le Mew Johnson, le tétraoxyde d'osmium, comme l'ozone, est un composé toxique. Par contre, il a le bon goût d'être à l'état solide. Ça veut donc dire que si vous le posez sur une table, il ne va pas spontanément se volatiliser pour venir jusqu'à votre système respiratoire. Donc, un solide, on s'en protège plus facilement que d'un gaz. Et en plus, on avait vu que pour la cyme d'hydroxylation, il est introduit seulement en quantité catalytique. Donc, on manipule des quantités qui sont très faibles et donc qui vont poser moins de problèmes. Ça veut donc dire que puisqu'il est à l'état solide, c'est quelque chose qui est favorable. Et utiliser des quantités catalytiques, c'est à nouveau quelque chose qui est favorable. En ce qui concerne maintenant les produits de la réaction, eh bien, que ce soit par ozonolyse ou par le Mew Johnson, on en conclut qu'on pouvait former des aldéhydes et des cétones, ou alors des acides carboxyliques et des cétones. Donc finalement, on a pour l'une comme pour l'autre de ces transformations, possibilité de choisir les produits en fonction des conditions opératoires. Donc là, encore une fois, ce n'est pas un critère de choix. Si on résume ce qu'on a dit dans ce tableau, notamment à cause de la présence de l'ozone, la réaction des deux qui est la plus performante, la plus pertinente à réaliser, c'est l'oxydation de le Mew Johnson.